Et un client qui devient actionnaire va pas churner parce qu'il aura l'impression de se tirer une balle à son propre portefeuille d'investissement, tu vois. Ça devient un Non, super leur TAM, il est ambassadeur. juste trop haut. Non, leur TAM, il est beaucoup trop gros. Enfin, leur TAM, il est énorme, leur TAM. Ok, donc si on est en train de dire, en fait, ils vont concurrencer ChatGPT là. Ok. Ils vont aller, parce que toutes les personnes qui vont utiliser ChatGPT, qui ne savent pas comment l'utiliser, c'est un wrapper par rapport à des use cases. Donc non, leur TAM est là. Leur problème, il est vraiment aller chercher des gens avec de la liquidité qui vont pouvoir payer 12 mois en amont. Je ne dis pas que ça marche pas, hein. Le seul point que je veux ajouter ici, c'est juste qu'une valo de 10 fois sur un produit aussi peu défendable. Ben moi, soit je me dis, en fait, je vais avoir une valeur à x30 sur iClosed, soit je me dis, on est dans une bulle. Je sais pas which one to pick. Parce que si ça, c'est x10, alright, then. It's time to sell for me too. Mais Avec là, je vous dis que bon, je ferai Non, toujours des podcasts avec vous, mais quand même, je veux un frame doré sur mon truc parce que je vous dis que les gars, à Morse, je vaux bien plus que ce que je pensais, hein. surtout, de toute manière, c'est intelligent. Et je pense que c'est important de rappeler aussi toutes les vertus qu'ont la levée de fonds pour ceux qui les lèvent. Parce que souvent, lorsqu'on pense à levée de fonds, on pense uniquement à émission d'actions primaires, donc au fait de créer des nouvelles actions pour lever des fonds pour l'entreprise. Mais il y a bon nombre de levées de fonds inclut une part de secondaire, donc une part de vente d'actions. Donc, c'est pas exclu qu'à l'heure actuelle, mais encore une fois, j'ai essayé, j'ai pas eu accès à la fiche d'information clé sur l'investissement, mais il n'est pas exclu qu'à l'heure actuelle, cela permette déjà à quelques actionnaires initiaux de sortir à cette valorisation. Et ça, c'est les 2 points financiers, mais il y a vraiment, et je pense que la Berkshire Hathaway, donc la holding de Warren Buffett, a été vraiment une clé là-dessus. Une fois qu'on devient actionnaire, on fait partie d'une communauté. D'ailleurs, ils appelaient leur assemblée générale le Woodstock du capitalisme. Tu fais partie d'une communauté et tu deviens ambassadeur des produits. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, Berkshire Hathaway vendait énormément de Coca, qui a toujours été une position clé symbolique de Warren Buffett dans ses assemblées générales. Et les gens achetaient ce Coca parce qu'en achetant ce Coca, ils contribuaient à la bonne santé de l'entreprise. Et donc, Coca devait payer un fric monstre pour avoir un stand à la assemblée générale, d'ailleurs. Enfin, bref, c'est une boucle vertueuse. Et je pense que on sous-estime quand, je sais plus si c'était Marc-Antoine ou Arnaud, où vous parliez du fait que ça probablement, ça réduit leur churn, le fait de lever des fonds. Je suis complètement d'accord avec ça. D'une part, ça réduit ton churn, mais d'autre part, surtout, tu te crées des ambassadeurs. Parce qu'une fois que tu as vendu, je pense que tous les clients de Finari qui ont acheté une petite partie de Finari lors de leur levée de fonds via Crowdcube sont devenus des super ambassadeurs de Finari. Et ça a été, et c'est une vraie force. Et Finari, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un produit est en vente qu'il est mauvais. Et Finari a en effet été une super opportunité pour les particuliers qui sont entrés et qui en sont du coup devenus ensuite des ambassadeurs. Et j'en connais Revolut, un. Revolut, ils avaient fait aussi une levée. Et je crois que les retours sur investissement de la communauté sur Revolut, mais c'est une sauvagerie, quoi. Je crois qu'ils sont 1 fois 8000 ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc complètement con, quoi. Magnifique. Mais je pense qu'effectivement, tu touches un point important. C'est à l'ère où les produits seront concurrençables, à l'ère où finalement les produits seront indifférenciés, à l'ère où en quelques clics, tu vas pouvoir copier-coller un business ou en créer un, la rétention et la radicalisation de ta base de clients ou de ton audience, ça va devenir un des assets. C'est un truc qu'on discute en off et qu'on n'arrive pas quelque part à pricer. Et tu vois, c'est un software qui fait, je sais pas quoi, qui fait 200K par mois. On est OK de dire qu'il peut valoir 10 millions aujourd'hui. On a du mal à se dire qu'il vaudra 10 millions dans 5 ans avec l'IA. Surtout, c'est un truc un peu low-tech, grappeur et ça, machin, quoi. Et qu'il n'y a pas un gros switching cost et qui n'est pas très défendable. Une communauté de 10 000 personnes en mode, bon, bah voilà, on va acheter 3 goodies et on est content, etc. Et on va utiliser un vocabulaire particulier. On a du mal à faire un prix là-dessus aujourd'hui. On a du mal à accepter que ça vaudra 10 millions dans 5 ans. Et je pense qu'en fait, on a du mal à mesurer à quel point, finalement, quelques milliers de mecs à fort pouvoir d'achat. Parce que là, on parle quand même de gens qui sont en France. Quand on regarde le trafic, c'est à 85% France, Belgique, Canada. A priori Québec, puisque Canada, au sens large, parce que c'est très francophone. Donc des populations à fort pouvoir d'achat. Des professionnels, pour la plupart, quand même pour la quasi-totalité, parce que c'est un truc ici professionnel. Donc tu prends en fait une communauté de professionnels à fort pouvoir d'achat, que tu arrives à radicaliser
à embrigader même financièrement dans le truc. D'ailleurs, on peut même se demander, est-ce que ça serait pas pertinent d'offrir des actions à taux réduit, d'offrir des actions gratuitement. Alors, pour des actions gratuitement, c'est un peu compliqué, mais voilà, pour des gens qui sont, tu vois, imagine, en fait, à chaque fois, là-dessus, le Web3 est vraiment intéressant, parce que comme le Web3 est très fluide en termes d'attribution de tokens, et ce que tu fais avec ces tokens, ça donne lieu à beaucoup d'innovations, qui certes ont toutes foiré à la fin, parce que le sous-jacent financier était explosé au sol, mais je dirais les mécaniques étaient intéressantes. Tu dis, en fait, chaque mois où tu spends en Limova, nous, on te donne 1% de cette valeur en action. Chaque mois où tu spends 100 balles en Limova, on te donne 1 euro en action. Après, légalement, très compliqué aujourd'hui. Chaque mec que tu ramènes, tu vois, genre, quand tu ramènes un mec en affilié, oui, tu prends 20-30% de commission d'affiliation, mais tu vas aussi prendre 1%, 2% ou 0,5%, peu importe, en stock. Donc, plus tu es engaged, plus tu as du stock. Plus tu as du stock, plus on peut même imaginer une pré-gouvernance, tu vois, en mode, si tu as des stocks, tu peux pré-voter, etc., participer à des décisions, genre logo, design, des trucs un peu la con comme ça qui n'ont aucun impact. Ouais, au choix d'un événement pour. Ou là, tu crées aussi des événements pour les actionnaires. Actionnaires et clients, tu crées un événement. C'est vrai qu'en fait, la rencontre du marketing, de l'expérience, de la communauté, de la financiarisation, on en a parlé plusieurs fois dans les podcasts précédents. Donc là, on radote un petit peu. Et il y a un truc en fait. Il y a vraiment un truc ici. Donc, tu es Limova, tu te fais un noyau dur de 1000-2000 mecs qui utilisent ton produit, qui spendent 5K par an sur le produit, qui ont de l'action pas liquide, mais qui s'y croient. En fait, peut-être que tu as un moat. Et finalement, peut-être que là où le produit seul n'a pas une barrière face à la concurrence, un moat, pour pas le mot anglais, et qui n'est pas très défendable, une fois que les mecs sont embrigadés financièrement, boum, là, tu as un truc où pour aller déloger les mecs, pour que les mecs, je dirais, aillent jouer contre leurs intérêts financiers, ou alors les mecs veulent se hedger, qui sont actionnaires là et clients ailleurs, et bon, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément cette sophistication-là, tu tiens un truc. Et donc, en fait, putain, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, et un rendez-vous dans 2 ans pour savoir si c'était une connerie, mais putain, c'est intéressant, quoi. Juste, si je peux rebondir là-dessus, sur ton point là, de mécanique un petit peu originale de rémunération des actionnaires, il y a un outil en Europe sur lequel tu peux être très créatif dans la manière de construire les choses et qui permet d'ailleurs de lever à bien moins cher qu'en passant par des plateformes. Il suffit juste d'avoir un bon avocat. Et si jamais c'est un jour, c'est partie de vos projets, vous pouvez me contacter sur Instagram et je pourrais vous présenter un avocat qui est compétent là-dedans. C'est la mise en place TM avocat. la mise en place d'une société en commandite spéciale luxembourgeoise, sur lesquelles tu as vraiment une gouvernance que tu peux créer sur mesure. Tu as une transparence fiscale d'ailleurs pour tes investisseurs et une vraie réduction des coûts parce que tu peux lever globalement 1 million à moins de 2% de coûts. Sachant que le cabinet, et ça te permet vraiment de pouvoir mettre en place en tout cas des dynamiques assez créatives pour tes investisseurs. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit vis-à-vis de Berkshire Hathaway, une de leurs forces aussi, dont on parle que très peu, c'est leur branding d'actionnaires dormants, pas chiants, pour des familles qui veulent céder leur boîte à une entité pour cash out en la rendant immortelle et sans la céder aux concurrents, sans l'introduire en bourse, etc. Et finalement, le fait d'avoir une communauté, un très bon branding auprès de chefs d'entreprise peut te permettre de faciliter aussi tes acquisitions. Et ça, c'est complètement sous-estimé. Il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est le fait que les mecs prennent l'abonnement Limova pour leur boîte, mais ils sont actionnaires à titre perso. Et en France, on sait qu'il y a quand même toujours des enjeux pour les dirigeants d'entreprise de dire comment je fais en sorte de maximiser mon patrimoine et en prenant sur ma boîte, je pense notamment à tout ce qui est carte Amex, carte Air France KLM, tous ces trucs-là, qui sont en fait des trucs qui font que plus tu expenses, plus tu dépenses avec ton entreprise, plus tu peux voyager, entre guillemets, à titre perso. C'est un peu le même sujet. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui, à un moment donné, étaient des fous d'OVH parce qu'ils étaient actionnaires d'OVH. Et donc, en fait, pour leurs entreprises, ils passaient chez OVH. Ils passaient chez OVH, il n'y avait pas de sujet. Pourtant, ce n'était pas forcément peut-être le meilleur produit pour eux, mais ils passaient. Alors, je ne sais pas si ça a eu un impact énorme pour OVH parce qu'ils avaient quand même des enjeux à vendre à des entreprises, mais les particuliers étaient une part de leur business quand même. Mais les TPE-PME, moi j'ai parlé à beaucoup de patrons de TPE-PME, ils ne juraient que par OVH, ils défendaient OVH. Pourquoi? Non pas parce que c'était le meilleur produit ou c'est ce qui répondait le mieux aux besoins de leur entreprise, parce qu'ils avaient 5, 10, 15 000, 30 000 balles d'actions OVH. Et quand ça montait, aujourd'hui j'ai gagné 200 balles.
j'ai gagné 500 balles. Et du coup, sur l'Immova, tu peux avoir aussi le même enjeu pour des patrons de TPE-PME, puisque leurs agents, ils sont quand même destinés à ces gens-là, de se dire comment je bénéficie en fait d'un investissement d'entreprise à titre perso.